Traitement de l'information de fait d'actualité. Analyse, émission Nabino, analyse. Yabino, Ezakitongo, Ezolobela, Akuyambuka, Oyo, Otalakayango, Ikoyo Nyonso. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous dans Analyse. Aujourd'hui, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo demeure préoccupante et donc nous allons voir dans quelle mesure on parlait encore aujourd'hui dans cette émission. Dans les émissions précédentes, nous avions eu à évoquer le même problème avec un membre de l'opposition. Nous avions eu quelqu'un de la société civile et de la majorité. Alors aujourd'hui, nous allons cette fois-ci aborder le sujet avec un analyste politique. Il s'agit de M. André-Alain Atundu Liongo. Monsieur Atundu, bonjour. Alors, la question générique de cette émission, depuis qu'on parle de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, c'est de savoir quelle lecture vous faites de cette guerre. D'abord, je crois que la situation sécuritaire à l'est, en termes d'instabilité, c'est une situation presque structurelle. Vous vous souvenez, les problèmes n'ont pas commencé avec Kabila, les problèmes n'ont pas commencé avec Mouzé, les problèmes ont commencé avec Mobutu. Et donc, c'est le ventre mou de notre frontière, et cela tout simplement parce que la vision des autorités au Rwanda ne sont pas des visions d'intégration régionale. Quand le président Kagame est arrivé, il a vite fait de suspendre la CPGL, qui était déjà une grande avancée dans les relations entre nos trois États avec le Burundi. Il a remis la pendule à l'heure, il a suspendu tout, et maintenant nous sommes obligés de refaire, parce que la voie de la guerre, en réalité, n'est pas la voie. Malheureusement, le président Kagame croit en l'efficacité de la guerre. Voilà pourquoi, parfois de façon voilée, parfois de façon directe, il ne cesse de nous faire la guerre. Non seulement qu'il croit en la force de la guerre, mais il dit que c'est un problème congolais. Non, d'abord, je crois que ça, ce sont des propos diplomatiques ou rhétoriques, parce qu'en réalité, les Rwandais, la présence massive des Rwandais ici, qui constitue un problème en soi, un problème social, un problème politique et un problème sécuritaire, eh bien, ces Rwandais-là viennent du Rwanda. C'est depuis l'assassinat du président Habyarimana en 1994 que la communauté internationale nous a imposé de recevoir, bon gré mal gré, 1 million de personnes. Et dans ce million de personnes, il y avait des simples citoyens qu'on appelle la population, et il y avait des Interahamwe, il y avait les forces armées rwandaises vaincues, et l'amalgame de toutes ces populations ont généré la volonté de rentrer chez eux. Ils se sont organisés en FDLR, etc. Et comme le président Kagame estimait que leur présence était presque un acte d'hostilité, sans savoir qu'en réalité, c'est la communauté internationale qui nous a imposé. Et voilà pourquoi il ne cesse de nous attaquer comme si nous étions responsables de cette situation. Alors qu'en réalité, c'est une situation rwando-congolaise, puisque ça nous intéresse dans notre pays. Mais la présence des Rwandais ici, c'est la conséquence de la mauvaise cohabitation entre Rwandais, ou Tutsi, toi, etc. Pour nous, ça n'a pas de couleur. Ou Tutsi, ce sont des Rwandais, parce qu'ils ne parviennent pas à s'entendre, qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes entre nous et avec le Rwanda.
Alors, Monsieur Atundou, je veux rentrer dans vos propos. Vous avez dit tantôt que ce problème de l'Est a commencé avec le feu président Mobutu, mais c'était à la fin de son règne. Ce n'était pas pendant qu'il avait vraiment le pouvoir. C'est arrivé à la fin de son règne, mais qu'est-ce qui s'est passé avec feu Kabila, avec feu Musée? C'était la même chose. Aujourd'hui, on se retrouve devant le même problème avec un président, avec le nouveau. Non, en réalité, ça a commencé depuis l'indépendance du Rwanda. Le Rwanda a toujours favorisé tous les mouvements contre le Congo. Depuis Kayibanda, leur premier président, qui était Hutu. Souvenez-vous de la guerre de mercenaires, de Scram. C'est par là qu'ils sont partis, n'est-ce pas? Et quand le président Mobutu a pris le pouvoir, on va résumer les choses, il a fait un deal avec le président Habyarimana en disant, eh bien, moi, je m'occupe de vos compatriotes qui sont ici, puisque vous ne voulez pas qu'ils rentrent chez eux, mais vous ne favorisez pas un mouvement d'hostilité ou de déstabilisation contre le Congo. Voilà pourquoi le président Mobutu avait donné la nationalité collective à tous ces Rwandais Tutsis qui s'étaient retrouvés par la force des choses. Et lorsque, disons, à la veille de la démocratie, cette loi a été reportée, c'est-à-dire en réalité suspendue. Ça a créé un sentiment d'insécurité dans les chefs de ses concitoyens, puisqu'il était devenu, donc, dans les chefs de ses concitoyens, qui ont vite fait de se retourner vers leurs congénères. Vous savez, si un Mongala de Brazzaville a un problème, il va aller chez les Bangala du Congo-Kinshasa. Hein, n'est-ce pas? Les Bahemba, la même chose, on l'a vu avec les ex-gendarmes katangais, quand il y a eu des problèmes, eh bien, ils se sont repliés dans des zones où on parlait leur langue, où on pouvait se retrouver. Donc, les Tutsis ont vite fait de s'allier à la guerre que menait Kagame contre le pouvoir du président Habyarimana, parce que, disait-il, après avoir libéré, d'abord, aidez-nous, nous aurons une patrie, et puis, après, ils ont eu l'idée de dire, bon, on va vous donner le pouvoir au Congo. On va vous donner le pouvoir au Congo. Voilà un peu le côté inextricable. Bon, après ces raisons politiques, il y a des motivations économiques qui sont devenues des raisons de faire la guerre. C'est le gain facile par le commerce illicite. Alors, ils ont intérêt à faire durer la chose, et c'est une des causes, disons, une des causes secondes de la guerre. Alors, vous dites que la guerre a commencé il y a bien longtemps, mais comment ne sommes-nous pas arrivés à intégrer les erreurs du passé? Parce qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Oui, nous avons intégré les erreurs du passé. Voilà pourquoi le président, toute la classe politique, a mis les bouchées doubles, il a mis tout son poids pour résoudre le problème militaire. Parce que les problèmes militaires qui se posent aujourd'hui au Kivu ne s'étaient pas posés comme ça du temps de Musée. Le MLC, le MLC, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Toutes les rébellions étaient soutenues par le Rwanda et l'Ouganda. Et donc, le président et le pouvoir de Kinshasa ont vite fait d'appeler, disons, de favoriser le dialogue et de favoriser le partage du pouvoir sur la base de l'accord officiel, n'est-ce pas, et solennel de chaque Congolais de ne plus recourir à la guerre, c'est-à-dire de ne plus recourir aux alliés extérieurs pour revendiquer un droit ou le pouvoir ici. Ce contre quoi ils ont péché. Voilà, aujourd'hui, certains de nos compatriotes qui ne sont pas satisfaits dans l'armée, dans la politique, retournent à leurs anciens amours pour revenir s'aimer la désolation ici chez nous. Alors ils ne sont pas satisfaits. C'est un autre problème. Pourquoi n'est pas modernisé, ne fût-ce que l'armée? La faire asseoir et... Mais pensez-vous qu'il est facile d'abord et même l'administration de créer un corps uni à partir des groupuscules qui ont une philosophie opérationnelle diverse.
n'est-ce pas? Nous avons des miliciens, nous avons d'abord un noyau des gens bien formés, c'est ça l'armée, mais nous avons des groupuscules qui sont venus. Des gens qui étaient des civils, qui sont devenus des généraux, des colonels, etc. Et pour favoriser l'intégration, on voudrait, n'est-ce pas, on voudrait pas le rejeter. On leur donne l'occasion d'approfondir et d'affiner le métier pour lequel finalement ils ont opté. Mais alors, en optant pour l'armée, ils doivent renoncer à la politique. C'est ça la faute principale de M23. Ils ont pris l'engagement d'accepter l'intégration dans l'armée, c'est-à-dire de devenir membre d'un corps républicain dont l'espace opérationnel, c'est l'ensemble de la République, pas seulement au Kivu. Et quand le président de la République a pris la décision de commencer à les dispatcher sur l'ensemble de la République, parce qu'il leur avait donné assez de temps pour qu'ils puissent se sentir chez eux, et voilà les politiciens dans l'armée, n'est-ce pas, qui voyaient toute la perte qu'ils allaient faire en quittant le Kivu. Eh bien, ils ont créé tous ces mouvements, tantôt c'est Kunda, tantôt c'est... Bon, il n'y a pas que l'armée, il y a l'administration dans les régions, dans les provinces aussi. Quand on dit, quand l'armée occupe une région en temps de guerre, mais c'est l'armée qui fait l'administration. C'est l'armée qui est le chef de l'administration. Aujourd'hui, Kunda, c'est non seulement un chef de... on va dire un chef de bande, mais c'est aussi un chef de terre. Ah donc, il est obligé d'organiser sa terre. Et pour exploiter. Alors, la question que plusieurs Congolais se posent, hein, j'estime, c'est comment les autorités congolaises acceptent de laisser la République démocratique du Congo dans ce qu'on peut considérer comme une sorte de chantage. Explicitez votre pensée. Une sorte de chantage par rapport au Rwanda ou par rapport à Bosco Ntaganda, parce que vous avez parlé de l'armée. Non, je ne pense pas que la République démocratique du Congo, si tant est qu'elle est l'objet de chantage, est cédée au chantage. Non, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rechercher Bosco Ntaganda. Si nous l'attrapons, nous le jugeons ici. Si ce n'est pas nous, ce sera la Cour pénale internationale. Le Rwanda, nous le combattons, n'est-ce pas, à travers tous nos militaires qui sont au front. Si le Rwanda intervient, il trouve nos gens. Donc je crois que nous sommes pas tellement... Vous dites que nous recherchons Bosco Ntaganda. Mais bien sûr. Mais une certaine opinion ne pense pas comme vous. Parce qu'on estime qu'on le voit circuler à l'est de la République démocratique du Congo, oui, sans souci. Est-ce que vous connaissez les réalités sur le terrain au Kivu? Dites-les nous. Non, parce qu'on a parlé aussi de l'évolution de la situation. Les réalités sur le terrain au Kivu, la réalité sur le terrain au Kivu, c'est que ce n'est pas aussi simple qu'on le voit de Kinshasa, n'est-ce pas? Et que si on avait l'occasion d'attraper Bosco Ntaganda, on l'aurait fait. Mais nous sommes en guerre. En guerre où? Dans le Kivu. C'est-à-dire qu'ils occupent une partie du territoire. Mais est-ce que l'arrêté n'arrêterait pas aussi la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Vous savez que la guerre a comme source... C'est quand même le chef Non. Vous savez, il y a eu Kunda, il y a eu Mutebutsi, il y a eu tout ça. Ils servent une vision. C'est la vision du président Kagame sur le Congo. Le président Kagame voudrait participer à la fête congolaise. N'est-ce pas? Avoir à Kinshasa un pouvoir qui lui obéit au doigt et à l'œil, avoir la liberté d'exploiter. Voilà pourquoi j'ai parlé de chantage. D'exploiter de manière illicite les richesses qui sont à sa portée, notamment au Kivu, etc. Et ce contre quoi nous résistons. Et donc il fait chanter la République démocratique du Congo. Vous êtes d'accord avec moi? Non, il ne fait pas chanter. Il montre ses prétentions inacceptables et la République combat ses prétentions. Non, il combat ses prétentions sur le terrain militaire, sur le terrain diplomatique et sur le terrain politique. Vous savez, sur le terrain diplomatique, nous avons accusé le Rwanda aux Nations Unies. Sur le terrain politique, notre président est allé dire les 4 vérités à Kagame quand ils se sont rencontrés, avec comme conséquence, ce que Kagame niait, il a été obligé de reconnaître par la signature, etc. Donc nous ne cédons pas au chantage.
Vous pouvez me faire chantage, mais je dis, ben, je veux vous raconter une histoire de renseignement. Quand vous savez, en Europe, quand on dit on va dire ceci à votre femme, que vous allez avec une autre femme, c'est un élément suffisant pour obtenir le pouvoir de manipuler une source. Alors les diplomates africains qui allaient à Moscou, on a montré à quelqu'un, on a dit voilà, on a pris la photo, on vous a pris avec une prostituée, eh bien si vous ne marchez pas avec nous, nous disons à votre femme, elle dit bon dites-le, de toute façon, il sait que je suis comme ça. Et donc c'est la même chose, il peut faire le chantage qu'il veut, mais nous avons les valeurs que nous devons sauvegarder. 1, c'est l'intégrité territoriale. 2, c'est la cohésion nationale. 3, c'est le développement de notre pays. Alors vous dites, j'essaie encore de rentrer dans vos propos, la République démocratique du Congo a plusieurs victoires diplomatiques, mais qu'est-ce qui est fait au niveau militaire pour que finalement les forces armées de la République démocratique du Congo et du répondant émettent le gouvernement de la République en force par rapport au Rwanda? Mais nous avons cet handicap majeur que les gens oublient et sous-estiment lorsqu'ils s'en souviennent, c'est l'embargo. Vous savez que la guerre aujourd'hui, c'est une guerre électronique. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes libres de commander par exemple les avions drôles, les avions sans pilote? Nous ne sommes pas libres. Il y a une série d'armes que nous ne pouvons pas utiliser, n'est-ce pas? Que nous ne pouvons pas commander. Donc ce sont des handicaps sérieux. Je prends seulement cet exemple d'embargo. Si nous avions la liberté, n'est-ce pas, de cela, nous allions certainement le commander. Mais nous avons aussi un handicap, c'est notre budget. Notre budget ne nous permet pas non plus, n'est-ce pas, de faire de la guerre une aventure pour l'aventure. Nous ne pouvons pas nous permettre d'entrer en guerre inutilement parce que, raisonnablement, nous ne pouvons pas soutenir très longtemps. Voilà pourquoi nous mettons en branle toutes les armes à notre disposition. La diplomatie, la politique, je vous l'ai montré, la défense, la force combattante sur le terrain, et même aujourd'hui l'opinion publique. Vous avez entendu le gouvernement décréter la mobilisation générale. À la suite de cette décision, l'Église catholique marche, toute la société s'organise pour montrer que la communauté congolaise nationale et même la diaspora, n'est-ce pas, fait bloc autour du gouvernement, autour du président Kabila pour libérer le Kivu, n'est-ce pas, de ces enfants perdus, pour mettre fin aux souffrances et aux atrocités de nos frères du Kivu et pour nous engager dans la voie du développement. Parce que dans ces conditions-là, le Kivu ne pourra jamais aller profiter complètement des 5 chantiers. Les 5 chantiers, on parle maintenant de la révolution de la modernité. Nous verrons dans quelle mesure aborder le sujet. Mais vous avez parlé de l'embargo tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lever cet embargo? Quelle est la part de responsabilité des gouvernants de la République? Je crois que ça, c'est un travail diplomatique qu'ils sont en train de faire. Ils cherchent au moins qu'on enlève notre embargo, à défaut de renforcer l'embargo du Rwanda. Et l'opinion publique qui nous soutient, qui soutient le pouvoir dans ce combat, doit aussi avoir présenté cet élément comme revendication. Il faut que l'opinion publique, comme nos évêques vont aller de capitale en capitale jusqu'à l'ONU, eh bien il faut qu'ils disent qu'on doit laisser au Congo la liberté de se doter les moyens nécessaires pour se défendre. Ça, c'est 1. 2, on doit empêcher au Rwanda de s'approvisionner en armes parce que les armes qu'il commande et qui sont censées servir à sa défense servent plutôt à s'aimer la dévastation chez nous.
Alors la situation à l'Est, c'est plus les populations civiles qui en pâtissent. Mais bien et sûr. quand on voit les personnes qui viennent en aide directement à ces populations, ce sont les organismes internationaux et non le gouvernement de la République démocratique Comment du Congo. pouvez-vous dire ça? La population n'est pas abandonnée. Lorsqu'il y a des mouvements, que ce soit évacuation, soit que ce soit le retour, mais la République assure l'encadrement. Comment? Mais par l'armée qui est là. En dehors par de la l'armée. MONUSCO. En dehors de l'armée. Mais l'administration. C'est-à-dire? L'administration, le gouverneur de province est là, il veille dans la Bible de prévoir un site quand il s'agit d'évacuer, de les assister socialement quand c'est nécessaire. Et ceux qui sont en train de se rendre en Ouganda, sont-ils assistés? Restez avec nous, Monsieur Atundu, nous allons continuer ce débat. On va rapidement prendre la page publicitaire. De retour sur ce plateau, Madame, Monsieur, pour vous qui nous prenez en cours, nous parlons de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo et notre invité de ce jour est Monsieur André-Alain Atundu Liongo, qui est donc analyste politique. Monsieur Atundu, vous aviez la parole tout à l'heure. Mais je ne me souviens plus de quoi on parlait. Non, Votre question. Oui, en fait, on était en train de parler des populations qui sont prises en charge par les organismes internationaux. Vous vous posiez la question si le gouvernement intervenait en faveur de populations qui se trouvaient, par exemple, en Ouganda. Je dis, quand quelqu'un franchit, quitte son pays pour un autre, il est sous la responsabilité du gouvernement de ce pays-là. Donc, en principe, nos populations qui sont en Ouganda sont d'abord, c'est le gouvernement ougandais qui est d'abord responsable, et puis le HCR, parce que pour que notre gouvernement intervienne, il y a des mécanismes un peu compliqués, bilatéraux. Là, c'est pour la population qui est en Ouganda, mais celle qui est sur le sol congolais, mais qui quitte sa province, par exemple, pour une autre province, ou qui est entre deux provinces dans un site qui n'est pas aménagé. Il y a dans le gouvernement des ministères qui s'occupent de situations de ce genre, n'est-ce pas? Il y a un ministère qui s'occupe des gens... Mais ces populations qui sont victimes de la guerre ont un problème d'approvisionnement en eau, mais il n'y a pas que ça. Nourriture. Les populations qui se déplacent du fait de la guerre deviennent des populations à situation précaire. C'est-à-dire, non seulement il manque l'eau, l'électricité, il manque un endroit normal, il manque le confort, il manque la sécurité mais c'est mentale, tout ce que, etc. voilà, c'est tout ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, pas pris en charge par le gouvernement. Non. Ils sont pris en charge, peut-être pas de façon suffisante. Voilà pourquoi, devant la modicité des moyens, le gouvernement met tout son poids dans la balance pour que nos victoires diplomatiques puissent contribuer à arrêter la guerre le plus vite afin que chacun rentre chez soi. Mais pourquoi en République démocratique du Congo, on parle tout le temps de modicité des moyens, que ce soit en période de guerre, modicité de moyens, quand il n'y a pas de guerre, il y a toujours un problème d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais c'est la réalité. Nous avons un budget de 8 milliards, aujourd'hui 7 même, mais nos besoins sont 3 fois, 4 fois plus. Et nous avons besoin de la paix pour amorcer une augmentation, n'est-ce pas, rapide de notre capacité budgétaire. On ne peut pas l'augmenter avec la guerre. Mais est-ce que vous avez confiance que ces populations qui fuient le territoire sur lesquels elles habitaient perdent une sorte de confiance et s'habituent à perdre confiance, à attendre quelque chose de la part du gouvernement central ou du gouvernement provincial? Quand on fuit, pendant qu'on fuit, le gouvernement ne peut pas intervenir. Comment ne peut-il pas intervenir? Parce que les populations partent, ils quittent un site donné pour un autre à cause de la guerre. Oui, mais
quand on quitte un site donné pour un autre site, comment le quitte-t-on? De façon désordonnée? Est-ce que c'est encore organisé? C'est comment? Parce que ne pensez pas que la situation de la guerre améliore la gestion de notre territoire. N'oubliez pas que nous sommes en phase de l'implantation de l'administration dans des zones qui étaient troublées, particulièrement le Kivu, où il y avait le RCD tel, même le MLC, etc. Maintenant, il faut que l'administration revienne. Et dans l'administration, il y a, on va dire, presque des ressortissants de ces milices qu'il faut maintenant nationaliser, etc. C'est une opération psychologique assez compliquée. Et malheureusement, la survenue d'une guerre supplémentaire ne nous a pas permis de consolider la situation de l'administration. Alors, au début de cette émission, vous avez dit que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo s'effectue sur deux volets. Un volet politique avec le Rwanda, avec le M23 qui a pour allié le Rwanda. Et puis, un autre volet, c'est le volet économique avec le trafic illicite des minerais, un trafic que le pouvoir ou que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'arrive pas à interdire. Vous savez, en principe, l'existence des dispositions légales n'élimine pas tout à fait la possibilité de commettre un forfait. Parce que s'il n'y avait pas cette possibilité, la loi n'existerait pas. Donc, aujourd'hui, le gouvernement s'investit pour mettre fin à ce trafic, mais dans ce trafic, il y a le Rwanda qui ne sert que d'intermédiaire. De quelle façon? Comment s'implique le gouvernement à mettre fin à ce trafic? Par nos militaires sur le terrain. 2, en obtenant que ce trafic soit qualifié d'illicite et de commerce de sang. Ça gêne sur le plan du commerce de sang, on n'en parle pas. Ah oui, les on en parle depuis le minerai de sang. On en parle depuis un long moment par la communauté internationale, mais on ne voit rien se faire sur le terrain. C'est à cause de cette qualification que la Suède a suspendu son aide au Rwanda, notamment. Ou que les États-Unis ont suspendu également son aide, mais de quel pourcent, de quel niveau? Vous savez, lorsqu'on pose un acte, c'est la valeur symbolique qui est importante. Pour que je sois déconsidéré par l'opinion, je n'ai pas besoin de vous donner 2 gifles. Je vous donne une seule gifle, on dit « M. Atoundou n'est pas sérieux ». Alors que je peux passer 1 heure à vous gifler, etc. Donc, le geste posé par les États-Unis d'Amérique, les 200 000, symboliques, ont déclenché une avalanche. La Grande-Bretagne a suivi, l'Allemagne a suivi, en tout cas les grands partenaires du Rwanda ont suivi. Aujourd'hui, on dit, tiens, Madame Hillary Clinton est venue remercier l'Ouganda parce que l'Ouganda l'aide, n'est-ce pas, à lutter contre le terrorisme, notamment dans les Darfour, etc. Mais c'est aussi l'occasion pour Madame de dire, mais ne nous gênez pas, laissez le Congo tranquille, demandez aux Rwandais de rester tranquille. Pourquoi? C'est parce que la conscience universelle. Pourquoi c'est l'Ouganda qui doit demander aux Rwandais de nous laisser tranquilles? Oh, mais ce sont des partenaires. Vous connaissez les réalités de la sous-région. Kagame est venu de l'Ouganda. La coalition. Vous savez, non. Vous savez que tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui servaient dans l'armée et dans les services de renseignement ougandais. Et donc, ils ont gardé des liens. Alors, je reviens encore dans vos propos. Tout à l'heure, nous avions parlé de l'embargo. Mais ce qui est étonnant, encore une fois, c'est que la communauté internationale qui affirme que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda reconnaît en même temps que la République démocratique du Congo est sous embargo et donc qu'elle ne peut pas se défendre. Et elle, la communauté internationale, ne fait quasiment rien. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Bon, ça, ce sont les paradoxes
de la vie internationale. Voilà pourquoi je dis notre diplomatie s'active, n'est-ce pas, pour qu'on puisse lever cet embargo. Voilà pourquoi j'ai demandé à l'opinion publique nationale, notamment au mouvement ou à la tournée que vont mener les évêques auprès des capitales européennes jusqu'aux Nations Unies, qu'ils demandent la levée de l'embargo sur le Congo, parce que le Congo aujourd'hui est gêné de ne pouvoir commander un certain type d'armes parce que il ne peut pas le faire. Donc ça nous handicape dans notre défense. Je vous ai parlé des drones. Est-ce qu'on va accepter les drones que vous avez vus ici en 2006 quand Eurofort est arrivé? Mais aujourd'hui, si nous le demandons, on dira non. Ça va vous servir à quoi? Vous risquez d'aller attaquer le Rwanda, etc. de l'autre côté. Bon, ce sont les paradoxes. Laissons les diplomates faire le travail. L'opinion publique doit les soutenir. Eh bien, la cohésion nationale doit s'affirmer autour du leadership de notre pays. Aujourd'hui, le président Kabila, le gouvernement et la classe politique. Monsieur Atundu, l'actualité par rapport à la situation à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est aussi cette marche qui a été organisée par les évêques ou la conférence épiscopale nationale du Congo pour dire non à la balkanisation du Congo démocratique sur toute l'étendue de la RD Congo. Nous allons revenir sur cette marche et on se retrouve juste après. Je disais que nous allons revenir sur ce qu'a été cette marche le 1er août, mercredi 1er août, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et on se retrouve juste après. Apparemment, la technique n'est pas prête à nous proposer cet élément de reportage. Voilà, vous avez le souvenir de cette marche, monsieur. Oui, monsieur André Atundu. Vous savez que l'objectif de cette marche, c'était lutter contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que cette marche a eu du répondant? Absolument. D'abord, c'est un message clair, univoque. C'est un message clair et univoque que, avant d'être ce que la société nous donne d'être, nous sommes d'abord des Congolais pure souche. Nous sommes des Congolais. Donc, l'Église a réagi en tant que... les hommes d'Église, les chrétiens ont réagi en tant que Congolais. C'est un message fort. Deuxièmement, c'est l'expression de la cohésion nationale autour d'une cause noble. L'intégrité nationale, la cohésion nationale et contre le plan de balkanisation de notre pays. Ce sont des messages très très forts. Et comme vous le savez, en démocratie et particulièrement durant ce 21e siècle, l'opinion publique est une arme puissante pour obtenir quelque chose des gouvernants de ce monde. Encore une fois, c'est la population qui a pris son destin en main en lieu et place. Non, la population, oui bien sûr, la population, non. Je vous rappelle que c'est le gouvernement qui a décrété la mobilisation générale. Et c'est dans ce cadre-là que l'Église a organisé pour donner le gouvernement a décrété après que la société civile ait demandé à la population de se lever. Non. Le gouvernement n'a pas pour vocation de dire tout ce qu'il fait. Le gouvernement n'est pas en compétition avec la société civile. La société civile est un partenaire du gouvernement. Les partis politiques, la classe politique sont des partenaires du gouvernement. Le gouvernement a fait sa tâche, combattre sur le terrain, mener le combat diplomatique et politique, et a estimé que, à ce stade, il est nécessaire que l'opinion publique s'associe pour donner une plus-value à l'action gouvernementale, pour donner une plus-value de légitimité, voilà. Donc, ce n'est pas la population n'est pas abandonnée, parce qu'en tout état de cause,
pensez-vous que le fait de marcher mette fin à la guerre? Est-ce que c'est Est-ce que c'est l'unique stratégie? Non, je vous ai dit qu'il y a eu une combinaison de stratégies. Que faut-il faire d'autre? Mais on ne va pas entrer dans les détails. Sur le plan diplomatique, je vous ai dit, nous avons déjà obtenu que les États, même les alliés, les grands alliés, les grands partenaires du Rwanda le condamnent. Sur le plan diplomatique, c'est ça. Sur le plan politique, le président Kabila a obtenu que le président rwandais signe que voilà, le M23, c'est comme le FDLR, etc., alors que c'est le Rwanda qui soutient. C'est beaucoup. Sur le plan politique, toujours, la cohésion nationale de l'opinion publique autour des dirigeants, c'est un élément important. Nous ne connaissons pas les répercussions de cette cohésion Rwanda. Vous savez, tout le monde n'est pas d'accord avec le président Kagame. Et notre cohésion est un message fort vis-à-vis des populations du Rwanda. Nous sommes des frères, mais nous ne sommes pas d'accord avec la vision et les pratiques hégémoniques du président Kagame. Ça n'a rien à voir avec les relations entre les populations, mais c'est la direction qui est vicieuse. Alors, les évêques ont préconisé, après la marche, préconisé ou promettent d'aller jusqu'à Goma ou peut-être aller jusqu'au Rwanda. Oui, mais ils doivent même aller jusqu'au Rwanda parce que... à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Oui, parce que au Rwanda, nous avons des chrétiens. Le Rwanda est un pays à 60% et plus de chrétiens. Donc, il est normal que les chrétiens d'ici aillent solliciter leurs frères de l'autre côté en disant ce n'est pas l'amour que le Christ nous a demandé de prêcher. Et Kagame n'est-il pas chrétien? Mais il y a des mauvais chrétiens. C'est-à-dire? Il y a des chrétiens qui pêchent, il y a des chrétiens récidivistes dans le péché. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ça ne peut pas empêcher aux évêques. D'ailleurs, chaque dimanche, ils nous rappellent. Faites du bien. Si vous tombez, confessez-vous. Je crois que c'est ce qu'ils vont demander à Kagame, de se confesser et d'abandonner le mal. Alors, au jour d'aujourd'hui, en sommes-nous avec la force internationale neutre pour sécuriser les frontières? Non, je crois qu'après cette option de principe, maintenant, le pouvoir de Kinshasa est occupé à rechercher les modalités pratiques. Je crois qu'au niveau du gouvernement, il y a quelques mouvements discrets pour identifier les pays qui vont venir, la dimension de cette force, le rôle de cette force, etc., etc. Est-ce à dire que la MONUSCO a échoué? Non, la MONUSCO n'a pas échoué. Et d'ailleurs, le président de la République a évoqué la possibilité tout simplement de transformer le mandat de la MONUSCO et en y intégrant d'autres forces qui voudraient venir. Je crois, c'est pourquoi je dis aujourd'hui c'est la phase délicate des modalités pratiques. Et il ne fait pas de doute que notre représentant aux Nations Unies est occupé à trouver comment les Nations Unies pourraient s'impliquer. Voilà, parce que la décision a été prise dans un cadre donné. C'est le cadre de la communauté, de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, qui est autre chose. Mais c'est là qu'on a dit, ça ne sera pas régional, parce que il faut éviter tous ceux qui ont intérêt à la guerre. Voilà pourquoi on a dit... Mais pourquoi ne pas simplement garder la MONUSCO au lieu d'intégrer encore une force? Parce que, est-ce que ça ne sera pas, je ne sais pas s'il faut que je le dise ainsi, des frais ou de l'argent supplémentaire pour l'organisation de cette force? Mais la vie de nos citoyens n'a pas de prix, madame. S'il faut encore mettre de l'argent, il faut mettre de l'argent. Vous aviez parlé tout à l'heure de modicité. Mais cet argent-là ne viendra pas de nous, c'est la communauté internationale. C'est pourquoi j'ai dit la vie de nos concitoyens n'a pas de prix. La MONUSCO, malgré... Parce que la force internationale, bien sûr, c'est une force matérielle, mais son impact est aussi psychologique.
ça va renforcer le caractère illicite de toute opération contre le Congo. Voilà l'autre fonction de la force neutre. On va dire, bon, maintenant on saura, Kagame aura peur d'envoyer ces gens à travers les lignes, parce qu'on va le détecter, et les autres probablement vont se gêner d'aller se ravitailler de nouveau au Rwanda, et ainsi, par la force des choses, en étant privés de leur arrière-base, eh bien, c'est la vocation est de disparaître tout à fait dans la nature. Alors, parmi ceux qui nous écrivent, on dit par exemple que dans cette guerre de l'Est, il y a une part de responsabilité de nos autorités congolaises. Voilà pourquoi on ne sait pas mettre directement la fin à cette guerre. Non, je ne sais pas si les autorités doivent être stigmatisées. Non. Il y a des Congolais qui sont complices de ces gens-là qui viennent nous attaquer, pour des raisons propres. Je vous ai dit que le fait que la guerre dure au Kivu, il y a des raisons politiques venant du Rwanda, il y a des motivations économiques d'ici, mais il y a aussi des motivations politiques locales. Quelqu'un peut penser que s'il n'y a plus guerre au Kivu, je n'aurai plus de voix à Kinshasa. Et parmi les motivations économiques, on ne l'a peut-être pas dit, la RDC, quand on parle en termes de potentialité des ressources, on fait état de 24 000 milliards de dollars américains, ce qui n'est pas comparable avec les États-Unis et l'Europe rassemblés, qui sont à 14 000 milliards de dollars, ou l'Arabie Saoudite qui a 18 000 milliards de dollars. Moi, je serais prudent dans ces appréciations, non seulement parce que je n'ai pas lu les données moi-même, mais c'est comme si les 2 345 000 kilomètres carrés étaient plus que les États-Unis, l'Europe et l'Arabie Saoudite réunis. Non, ce serait un peu trop prétentieux de notre part. Il est un fait que le Congo repose sur des ressources immenses. Et l'évaluation du Congo, ce n'est pas en termes de 20 milliards. Ce n'est pas en termes de 20 milliards, probablement 100 milliards. 20 000 milliards. Oui. 24 000, même plus. Bon, voilà, même tout le Congo, ça c'est possible, n'est-ce pas? Mais vous savez, mais là, on ne vit pas de potentialité. On vit des réalités. Et ce que nous voulons aujourd'hui, au niveau du gouvernement, c'est de transformer les réalités en potentialités accessibles et profitables aux nationaux et à la République. Ce que veulent les ennemis de la République, c'est de voler nos potentialités, de les récupérer à leur propre profit, en tant qu'intermédiaire. Parce que, en réalité, le Rwanda n'a aucun intérêt à exploiter le coltan. Parce que le Rwanda ne fabrique pas les ordinateurs, le Rwanda n'envoie pas les fusées, le Rwanda ne fabrique pas les bombes de haute précision, mais etc. Mais ça peut passer donc c'est pourquoi je dis, pour atteindre... Voilà pourquoi nous voulons normaliser les choses. On va dire à ces gens-là qu'on connaît que ça ne sert à rien de passer par l'intermédiaire, puisque Kinshasa vous est ouvert. Voilà. Parce que, malheureusement, la situation du Rwanda repose, la prospérité du Rwanda repose un peu sur nos malheurs. Quand les grandes puissances ont décidé de faire partir Mobutu n'importe comment, sans tenir compte des conséquences, voilà qui a fait la prospérité et le leadership du Rwanda. Mais honnêtement, objectivement, mais quelle que soit la prospérité du Rwanda, toutes choses étant égales, n'est-ce pas, le Rwanda ne peut pas prétendre au leadership de la sous-région. Voyez la Suisse, un pays prospère, à la monnaie forte, elle ne peut pas prétendre au leadership de l'Europe. Non, parce que la dimension devient un élément handicapant. Or, chez nous, la dimension est un élément profitable, un élément, disons, un potentiel qui augmente notre statut, n'est-ce pas, de leadership naturel. Nous avons 9 voisins, eh bien, ces 9 voisins constituent le monospace congolais, c'est-à-dire ce que nous faisons ici à Kinshasa
touche directement les 9 voisins. Donc nous avons un espace politique plus grand que l'espace géographique que nous représentons. Vous parliez des intérêts politiques il y a quelques secondes. Des intérêts politiques quand on parlait de ce trafic illicite, ouais. Dans le sens où il y aurait des autorités qui sont directement impliquées, ouais, dans la guerre de l'Est. Vous n'aviez pas terminé votre propos. Que les autorités... Il y a eu le rapport des Nations Unies. Il y a les données actuellement à la disposition de nos services de renseignement. C'est évident que, disons, on l'a vu, n'est-ce pas, dans la classe politique, il y a des gens qui ont pactisé avec le Rwanda. Et donc, a priori, lorsque vous avez une maladie chronique, n'est-ce pas, dès que vous avez mal à la tête, on suppose que c'est cette maladie-là. Donc, en principe, quand la situation à l'Est s'envenime, on peut supposer que ce sont les anciennes ficelles qui sont tirées de nouveau par Kagame, actionnant les mêmes acteurs. Bon. Alors, mais on ne peut pas non plus, n'est-ce pas, stigmatiser tout le monde parce qu'ils ont eu des rapports avec le président Kagame, avec le Rwanda, parce qu'il n'est pas dit que tous ceux qui traitent avec Kagame sont d'accord avec lui. Et certains lui disent la vérité. Et donc, c'est pourquoi qu'il faut, pour ce genre de problème délicat, laisser les services travailler à l'abri de la pression du public, de la pression de l'opinion publique, pour ne pas jeter le bassin, l'eau du bain et le bébé. Alors, ce sera la dernière question de cette émission. Face à tout ça, que préconisez-vous en ce qui concerne le conflit terrien et foncier, ou peut-être en ce qui concerne ce conflit tribal? Non, ce qui concerne la situation de guerre en général au Kivu. Les trois aspects s'y retrouvent. Oui, oui, c'est pourquoi je préfère résumer sous cet aspect-là. Nous avons d'abord besoin, de la cohésion nationale autour du président Kabila, du gouvernement et de nos forces armées. Parce qu'il n'est pas normal de penser que le président Kabila, le gouvernement et l'armée travaillent pour le Rwanda. Malheureusement, il y a des Congolais qui répandent ce genre de fantasmes. Donc nous devons absolument assurer une cohésion autour du président pour que ce soit un signal fort vis-à-vis de tout aventurier et vis-à-vis surtout de la communauté internationale. On dira, vous savez, ils sont unis. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous devons avoir une armée dissuasive qui a la liberté de commander tout ce qu'il faut pour protéger le territoire national. D'où la nécessité d'obtenir la levée de l'embargo. Nous devons avoir une diplomatie persuasive. D'où, je crois que c'est l'effort que fait la diplomatie actuelle, nous devons quitter. Nos problèmes ne se trouvent pas toujours aux Nations Unies ou à Bruxelles. Non, la solution de nos problèmes se trouve parfois en Grande-Bretagne, non pas auprès du gouvernement britannique, mais auprès des firmes internationales. En Belgique, non pas auprès du gouvernement belge, mais auprès des firmes internationales. Voilà pourquoi notre diplomatie doit s'étendre à ces acteurs-là de relations internationales. N'est-ce pas? Et en plus, nous devons garder une ambition politique nationale. Notre ambition aujourd'hui, c'est que les richesses du Congo profitent au Congo, que nous puissions jouer dans la sous-région et dans le monde notre rôle naturel qui est d'intégrer, de participer à l'intégration de l'Afrique grâce à notre leadership. Voilà. Merci, Monsieur André Alain Toundour Liongo, d'avoir répondu à notre invitation, à moins que vous ayez un dernier propos. Donc je tiens à vous remercier d'abord de me donner cette occasion. Ça fait tout un bail que je n'ai pas été ici, et donc je m'en réjouis. Et je voudrais vraiment insister sur la cohésion, parce qu'on entend des voix dire que l'Église catholique, la société civile font ceci, pas
parce que l'État, le gouvernement est incapable. Non. Le gouvernement, aussi gouvernement de la République soit-il, ne peut pas tout faire. D'où la nécessité d'avoir la cohésion de tout le monde. Ce que fait l'Église catholique aujourd'hui est un plus dans l'escarcelle du gouvernement. Ce que fait la société civile, ce que fait chacun de nous dans ce sens-là, eh bien, ce que font la diaspora et les autres Congolais à l'extérieur, tout cela doit se faire autour, n'est-ce pas, d'un leadership. Aujourd'hui, c'est le président Kabila, aujourd'hui, c'est le gouvernement Matata, aujourd'hui, ce sont nos forces armées. Il faut que nous ne prêtions pas les flancs sur ce plan-là. Si nous sommes unis, eh bien, les autres vont nous traiter de façon conséquente. Si nous savons dire non au Rwanda, parce que solliciter l'aide du Rwanda pour venir prendre le pouvoir ici, pour venir exploiter ici, c'est immoral. C'est immoral et inacceptable. Voilà ce que je peux demander à ceux de nos frères qui se sont fourvoyés en allant rappeler, n'est-ce pas, leurs alliés de l'extérieur pour causer la désolation ici, qui n'oublient pas que cette désolation-là frappe leurs frères, leurs sœurs, leurs mamans, leurs papas, etc. C'est tout pour aujourd'hui. Madame, monsieur, pour ceux qui nous ont pris en compte, nous nous sommes donc entretenus avec monsieur André Alain Atunduliongo, analyste politique, et nous avons parlé de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur l'avenue des Écuries et à Brazzaville. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro d'analyse. Entre-temps, restez branchés sur Antenne A pour la suite de nos programmes et à très bientôt.